Ville d'eau située au bord du lac du Bourget, sous la montagne du Revard et à la limite entre la chaîne du Jura et des Alpes, Aix-les-Bains est l'une des villes les plus anciennes de Savoie, si ce n'est la plus ancienne. Son héritage historique, ainsi que sa situation entre lac et montagne, lui confèrent un charme et un romantisme reconnus. La ville illustre parfaitement la Belle Époque. Les eaux thermales ont fait d'Aix-les-Bains un lieu de villégiature privilégié pour les personnes de grande renommée, comme la reine Victoria, qui y séjournait sous le nom de comtesse de Balmoral, afin de s'éloigner du caractère officiel de son titre de monarque. Cette période représente pour la ville une ère de construction et de somptueuses résidences. Les réalisations de cette époque sont encore très présentes à ce jour, et j'ai pu en apprendre beaucoup à leur sujet grâce à un endroit particulier. Un lieu incontournable de la ville qui accueillait une statue remarquable, mais qui ne s'y trouve malheureusement plus. Je vous propose de suivre les traces de la statue perdue du parc thermal et de découvrir ce que cette recherche m'a permis d'apprendre au sujet de ma ville. « 1889. Paul Verlaine est en route vers Aix-les-Bains pour y suivre une cure. À cette époque, il multiplie les séjours à l'hôpital. Son état de santé est déplorable et la cure vise à soulager l'arthrite qui le fait boiter. Après un voyage financé par ses admirateurs, il fait une arrivée remarquée dans la ville. Complètement ivre, il est pris pour un vagabond et se fait arrêter. Grâce à une lettre de recommandation, il parvient néanmoins à prouver son identité et sa renommée l'aide à se tirer de ce mauvais pas. Il séjourne à Aix-les-Bains jusqu'à la fin de l'été 1889 pour suivre une cure au terme de la ville. Hormis son arrivée, le séjour de Verlaine n'est que très peu documenté. Il nous a cependant laissé quelques mots sur une statue du parc qu'il aimait contempler et qui lui inspira le poème « Sur une statue de Ganymède », écrit en septembre 1889 pendant sa cure. Et quoi, dans cette ville d'eau, trêve, repos, paix, intermède, encore toi de face et de dos, beau petit ami Ganymède. L'aigle t'emporte, on dirait comme amoureux de parmi les fleurs. Son aile, d'élans économes, semble te vouloir par ailleurs. Que chez ce jupin tyrannique, comme qui dirait au revard, et son œil qui nous fait la nique, te coule un drôle de regard. Bah, reste avec nous, bon garçon. Notre ennui, viens donc le distraire un peu de la bonne façon. N'es-tu pas notre petit frère ? Après avoir lu ce poème, je m'interrogeai sur la statue. Puis d'autres questions surgirent. À quoi ressemblait la ville à cette époque ? Comment fut créé le parc thermal ? Et surtout, à quoi ressemblait cette statue et où se trouvait-elle ? Je commençai donc par me rendre aux archives de la ville d'Aix-les-Bains, dont je rencontrai le directeur, M. Lagrange. Pourquoi est-ce que les villes thermales ont un parc ? C'est la vraie question. En fait, dans le concept général des villes d'eau en France ou dans le monde, la ville d'eau se conçoit avec un établissement thermal, forcément, un casino, des hôtels et un parc thermal. Le parc thermal, qui est un parc de déambulation où les curistes vont se promener après la cure, fait partie même de la cure. Dès le départ, le roi de Piémont-Sardaigne a voulu créer à Aix-les-Bains, pas un parc à l'époque, mais des promenoirs, et ils en ont créé deux à Aix-les-Bains. Mais très vite, ces deux endroits se sont fait rattraper par l'urbanisme de la ville,
Et donc, quand le marquis de Seyssel a voulu se séparer de ses biens avec soi, c'est-à-dire de son château et du grand clos, enfin de son parc privé qui était adjacent, dès l'instant, l'État et la ville se sont positionnés pour acheter ces biens. D'une part, la ville pour acheter le château pour en faire son hôtel de ville, et d'autre part, l'État pour en faire le parc thermal qui manquait à la station. Pour les thermes, donc les thermes qui étaient des thermes nationaux, c'est pour ça que c'est l'État qui a acheté le parc en 1866-68, il a été décidé d'en faire un vrai parc, et donc on a fait faire un appel d'offres et embauché un architecte paysagiste qui a dessiné un parc thermal, un parc qui était complètement différent de ce qu'on voit actuellement, c'est-à-dire que c'est un parc essentiellement des pelouses et des circulations autour. Un parc très aéré avec peu d'arbres finalement, peu de massifs de fleurs. C'est pas l'objectif c'est la promenade à l'époque. Alors dès l'origine, on a essayé d'ornementer ce parc, et il y avait à l'époque, ça existe un peu toujours, ce qu'on appelait des dépôts d'État, c'est-à-dire que l'État achetait lors des grands salons des beaux-arts parisiens un certain nombre d'œuvres d'art, alors à la fois des tableaux et des statues, des tableaux qui dispatchaient dans les provinces, dans les musées de province pour les mettre à la disposition de tout le monde. Les plus beaux étaient gardés pour Paris et pour le Louvre. Et idem pour les statues, et là il les avait mis donc à disposition des thermes nationaux, puisque le parc appartenait aux thermes nationaux, c'était un parc d'État, et donc il avait déposé deux principales statues, Lions et Lionnes qui existent toujours, et l'enlèvement de Ganymède, une statue qui a disparu en 1940. Le parc était donc un lieu de déambulation et de relaxation, mais aussi un endroit où l'État exposait ses œuvres d'art. La statue de Ganymède en faisait partie. Elle y fut installée en 1879. Le sculpteur de cette statue, Jean Turcan, reçut un prix pour sa création. Cet artiste travailla également avec et pour Auguste Rodin, dont le musée fort d'Aix-les-Bains abrite une collection. Mais je n'y trouvais aucune information sur la statue. Cependant, je pus enfin la voir sur de vieux clichés délavés procurés par M. Lagrange. La ville était effectivement très différente. D'après ces photos, il me semblait que la statue était placée au milieu du parc, à l'emplacement où l'on peut maintenant admirer la fontaine marocaine. Je caressais un moment cette idée, car le romantisme de cette vision me plaisait. Mais je découvris une toute autre réalité, et je me penchai sur les raisons de la présence de cette fontaine au cœur du parc. J'orientai également mes recherches vers l'original de la statue, achetée par l'État. Cela me conduisit jusqu'au musée d'Orsay à Paris. Je les contacterai plus tard. C'est au début du XXe siècle, sous l'impulsion de l'architecte Bouhana, connu pour ses travaux au Stade de France et à Roland-Garros, puis de Roger Pétriot, architecte des Nouveaux Thermes, que le parc thermal changea de visage. La pergola fut ajoutée, ainsi que les kiosques bordant le parc et les sources qui formèrent la base du futur théâtre de verdure. Les travaux dans le parc, ainsi que les évolutions urbaines d'Aix-les-Bains, firent que l'hôtel de ville qui était autrefois le château du marquis d'Aix fut séparé du parc, l'ancien clos du marquis. L'idée que la statue aurait pu se trouver plus avant dans le parc n'est en fait qu'une mauvaise interprétation de l'évolution urbaine de la ville. Deuxième Guerre mondiale. La France non occupée est soumise aux décisions administratives prises par le régime de Vichy. Aix-les-Bains, ville qui avait été un lieu de repos où les soldats américains séjournaient pendant leur permission lors de la Première Guerre mondiale, se trouve être en 1942 le théâtre des régates de la quinzaine impériale. À Aix, sur le lac du Bourget, ce sont des régates ardemment disputées par les équipes coloniales. Les demandes de la guerre sont importantes, surtout en ce qui concerne les métaux. En 1941, le maréchal Pétain décide que les Français doivent participer à cet effort de guerre en contribuant à la récupération des métaux non ferreux. Mais les Français rechignent à se séparer de leurs biens,
se doutant que cette collecte est destinée à l'armement allemand. Cette campagne ayant été totalement infructueuse, les embellissements publics contenant des métaux non ferreux sont réquisitionnés par un décret du 11 octobre 1941. Article 1. Il sera procédé à l'enlèvement des statues et monuments en alliage cuivreux si dans les lieux publics et dans les locaux administratifs qui ne présentent pas un intérêt artistique ou historique. Bon nombre de statues et d'autres œuvres, critiquées pour leur aspect ou contraires à l'idéologie du régime de Vichy, sont réquisitionnées pour être fondues. La ville d'Aix-les-Bains ne fait pas exception à la règle. Monsieur le préfet, je suis avisé officieusement que la maison Julien et Girard de Grenoble a reçu l'ordre d'enlever à Aix-les-Bains le Ganymède, le Lion la Lionne, la porte de la piscine, le buste de la reine Victoria. Pour les 2 premiers monuments, il n'y a aucune objection. Les 2 statues Lion-Lionne et l'enlèvement de Ganymède sont enlevés du parc. La statue Lion-Lionne est retenue avant la frontière, puis reconduite à Aix-les-Bains pour être replacée sur son socle. En revanche, l'enlèvement de Ganymède de Jean Turcan est fondu. Ainsi j'obtins ma réponse. La statue qui a inspiré Verlaine fut détruite. Son socle est resté vide pendant plus de 40 ans. Monsieur le maire, par lettre du 20 octobre dernier, vous avez exprimé le désir d'obtenir la mise en dépôt d'une sculpture pour remplacer dans le parc thermal d'Aix-les-Bains le bronze, l'enlèvement de Ganymède, enlevé sous l'occupation. J'aurais été très heureux de pouvoir répondre favorablement à votre demande, la question des socles restant inutilisée et générale aussi bien à Paris que dans les grandes villes. Il ne m'est pas possible, je vous en exprime mes regrets, de passer une commande spéciale d'œuvres d'art en compensation d'une œuvre enlevée au titre de la récupération des métaux non ferreux. Demeurait la question de localiser son original. Les échanges avec le musée d'Orsay m'indiquèrent que le Ganymède se trouvait probablement au Benelux. Dans les années 50, alors que le parc thermal arborait un piédestal vide, un autre événement changea l'architecture du parc, mais aussi l'histoire d'un pays. Durant ces années, un bassin fut construit au milieu de l'allée principale du parc. Ce fut l'un des derniers travaux réalisés avant son remplacement par la fontaine marocaine, que je situais alors à l'emplacement de la statue de Ganymède. Le colonialisme touche à sa fin, et les demandes d'indépendance, notamment en Afrique du Nord, se font de plus en plus pressantes. Alors que le protecteur du Maroc se rend en cure à Aix-les-Bains, le président Faure, favorable à l'indépendance du Maroc, y convie une délégation marocaine ainsi que les acteurs principaux du protectorat. Je vous le dis franchement, j'estime que c'est une chance pour la France que d'avoir affaire à des hommes qui se disent nationalistes, qui sont à la tête de partis politiques nationalistes et qui sont venus nous dire, notamment à Aix-les-Bains, nous voulons l'indépendance, c'est entendu, mais d'abord avec des étapes. Et même quand nous l'aurons acquise, nous ne voulons pas nous séparer de la France. Le sultan du Maroc, El Glaoui, est invité ainsi qu'une délégation indépendantiste. Les pourparlers qui aboutiront à la signature de l'indépendance du Maroc sont lancés. C'est à cette période que le roi du Maroc, Mohamed V, rentre d'exil de Madagascar et reprend de plein droit son titre de roi. La fontaine marocaine fut inaugurée en 2006 en commémoration de ces négociations. Non, le Ganymède de Jean Turcan, apprécié de Paul Verlaine, ne se trouvait pas à l'emplacement de la fontaine. Son socle, resté si longtemps vide, est demeuré au même endroit. Il n'a été ni enlevé ni détruit, mais simplement réutilisé. Le sculpteur Livio Benedetti réalisa pour la ville l'agrandissement de la statue de Lamartine d'Émile Boisseau aux dimensions du socle. L'original de cette statue, qui servit de base à l'artiste, est visible au musée Faure dans la reproduction de la chambre du poète. Mais qu'en est-il de la statue de Ganymède, auprès de laquelle Verlaine a écrit son poème? La statue qui valut un prix à son auteur Jean Turcan et d'après laquelle j'ai réalisé ce documentaire. Cette statue, bien qu'ayant été fondue, n'est pas totalement perdue, car son original, modelé en plâtre, fait toujours partie du patrimoine de l'État. La statue a été exposée pendant un temps au musée d'Orsay, puis elle a été démontée et déplacée.
Elle subsiste maintenant en pièces détachées, dans l'entrepôt d'un musée, quelque part en France.